Bonjour, je m'appelle John Antonakis, je suis professeur de comportement organisationnel à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de chercheurs ne savent pas ou prennent soin à éviter, l'endogénéité. Ça sonne mal et c'est mauvais. C'est comme un virus mortel qui menace la viabilité des modèles qui font des déclarations causales concernant la relation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Qui a besoin de savoir à propos de l'endogénéité? Les chercheurs, les étudiants, mais plus important, les décideurs politiques et privés. L'endogénéité rôde toujours dans l'arrière-plan. C'est pourquoi c'est important de savoir ce que c'est, pourquoi c'est mortel pour la recherche et comment y faire face. On est sans arrêt bombardé avec des soi-disant déclarations causales qui ont des implications pratiques. Par exemple, choisissant un quelconque politique d'entreprise ou un système de contrôle améliore apparemment le rendement de l'entreprise, ou des bonnes relations entre le leader et ses subalternes, ILMX réduit apparemment le turnus et améliore la satisfaction. Avoir plus de femmes au comité de direction accroît apparemment la profitabilité des firmes. Des chercheurs et consultants font souvent ces revendications, mais ces résultats sont-ils réellement valables? Comment pouvons-nous savoir si c'est le cas? Comme vous le verrez à la fin de ce podcast, très souvent, de telles affirmations, si elles n'ont pas été observées dans certaines conditions, seraient réellement fausses. Pour mieux comprendre le problème de l'endogénéité, imaginez une philosophe qui est sortie dans un champ où elle est supposée observer un phénomène qui va se produire 50 fois. Son but est de reconstituer ce qu'elle voit et fournir une explication théorique de ce qu'elle a observé. Ainsi, la philosophe se promène sur le champ, elle regarde autour d'elle, elle entend quelques oiseaux. Rien d'inhabituel. Soudain, un disque vole à travers le ciel. Elle entend un craquement. Et le disque se brise en 1000 morceaux. Perplexe devant cet incident, elle regarde à nouveau. Soudain, elle entend encore le bruit du disque dans le ciel. Un autre disque apparaît, elle entend le craquement et le disque se brise à nouveau. Cela arrive plusieurs fois. La plupart du temps qu'elle entend un craquement, le disque se brise. Après un temps de réflexion à propos du phénomène, la philosophe vient à une conclusion. Une explication théorique qui émane du craquement. Elle arrive à cette conclusion après avoir observé 5 essais et elle est vraiment convaincue que ça doit être le son qui a détruit les disques. Jetons un regard sur les données qu'elle a recueillies. Donc, voici les données qui montrent exactement ce que la philosophe a vu et ce qu'elle a enregistré. Ici, il n'y avait pas de craquement. Comme vous le voyez, sur 19 essais, le disque restait intact et il n'a jamais été détruit. Par ici, c'est quand elle a entendu le craquement. Sur 29 essais, où le craquement est survenu, les disques ont été brisés. Sur 2 essais où le craquement est survenu, le disque ne s'est pas brisé. Comme vous pouvez le voir, il y a une relation très forte entre les deux variables. C'est en entendant le bruit et les éclats. Lorsque le bruit est présent, le disque se brise souvent. En fait, la probabilité est extrêmement élevée. Et lorsque le son n'est pas là, il y a une certitude à presque 100% que le disque ne se brise pas. Nous pouvons en fait estimer la relation entre ces deux variables. Ceci est en fait appelé un coefficient phi et il est de 0,92. Il est presque parfait. Par conséquent, que pouvons-nous conclure? Lorsque le bruit est présent, il est fort probable que le disque se brise et quand le bruit n'est pas présent, il est fort probable qu'il ne se brise pas. Maintenant, voici une question pour vous. La philosophe peut-elle effectivement conclure que le bruit fait voler en éclats les disques? La corrélation observée, et je souligne observée, est très forte et elle est statistiquement significative. C'est-à-dire que cette relation est très fiable et n'est pas due au hasard.
Mais s'il reflète réellement la véritable relation entre le son et le disque qui se fracasse, il semble que le crack entraîne le disque à se briser. Parlons des variables en termes de x, la cause, et y, le résultat apparent. Supposons que le diagramme suivant de causalité où x cause y, et il y a quelque chose qui cause y également que nous n'observons pas. Nous appelons cela en termes de perturbation, le terme E, ici, ou peut-être des causes non mesurées. Comme vous pouvez le voir, la raison pour laquelle cela existe est parce que nous n'avons pas parfaitement prédit quand le disque se brisera en fonction du bruit. Nous avons des erreurs, ce qui a été montré dans le graphique à barres. Ce sont les ratés que nous avons eus. Le problème avec cette spécification causale est que x, ici, n'est pas réellement exogène. Il dépend de quelque chose. Et si ce quelque chose n'est pas pris en compte dans le modèle, la relation que nous allons estimer entre x et y sera en fait très biaisée. Maintenant, voici le gros problème, l'endogénéité. Les causes de x peuvent aussi causer y, c'est-à-dire u et e. Ces causes inconnues peuvent être corrélées ou peut-être dues à la même variable. Et cette variable, c'est ce que nous appelons une cause omise. Lorsqu'on ajoute z dans le modèle, nous nous rendons compte de ce qui provoque à la fois x et y. En fait, la relation entre x et y est inexistante. Elle est nulle, zéro. Pour mieux comprendre pourquoi la relation entre x et y est en fait zéro, j'ai estimé une régression multivariable où z prédit x, le volume du son, en utilisant un modèle linéaire, z prédit y, si le disque a été brisé, en utilisant un modèle de probabilité linéaire, estimé par moins carré. Les perturbations de x et y, u et e respectivement, sont corrélées. La corrélation résiduelle entre x et y est en fait zéro quand le modèle prend en compte les causes de x et y. Pour des notes détaillées et pour télécharger ces données, veuillez suivre le lien suivant sur ma page web. Donc, ceci est le vrai modèle. Z provoque à la fois x et y. X est la puissance du crack entendu par la philosophe, qui est causée par un coup de fusil, la variable omise z. Ce qu'elle entend est aussi causé par U. Une cause non mesurée peut être le bruit de fond, ce qui perturbe un peu ce qu'elle a entendu. Le disque qui se fracasse est causé par Z ainsi, et E, qui est une cause aléatoire non mesurée. Il pourrait avoir été le vent quand le tireur a tiré et qui a dérangé la direction des balles, ce qui explique pourquoi elles ont manqué les disques. Donc ce fut une cause aléatoire qui n'est pas mesurée dans le modèle et non corrélée avec Z. Pour revenir à la philosophe dans le champ, malgré ses bonnes intentions pour tenter de modéliser ce phénomène correctement, ce qu'elle a fait était faux. Il n'existe aucune corrélation entre le son et le disque fracassant. Les deux sont causés par une arme à feu dont elle ignorait l'existence. Là, nous pouvons voir le tireur. Et c'est le tireur qui en fait détruit le disque qui est lancé sur le côté par un lanceur de disque. Lorsqu'on est confronté à des problèmes d'endogénéité de ce genre, le problème est que la relation que nous observons pourrait être positive, pourrait être négative ou pourrait être non significative. En fait, nous ne savons pas quelle est la vraie relation quand nous omettons des causes importantes. Quelles sont les causes de l'endogénéité? Il y a trois raisons principales. La première, celle que vous avez vue, ce sont les variables omises. Et celles-ci existent en beaucoup de différents types et formes. Je viens de vous montrer un exemple où nous avons omis
une cause commune, mais il y a différentes sortes de biais de variables omises. Par exemple, en omettant les effets fixes. De nombreux chercheurs, surtout ceux qui utilisent ce qu'on appelle des modèles HLM ou modèles linéaires hiérarchiques, font l'estimation de ces modèles à l'aide des effets aléatoires ou des coefficients aléatoires sans vérifier si le variable au niveau bas corrèle avec les effets fixes ou constants qui sont dus à l'entité de niveau supérieur. Un deuxième cas intéressant de biais de variables omises est le biais de sélection. Dans ce cas, il y a un choix qui a été fait par l'entité que nous observons. Par exemple, les femmes qui choisissent de travailler ou qui choisissent de ne pas travailler. Comment peut-on estimer la relation entre l'éducation et à quel point une femme gagne si on ne peut pas qu'observer les femmes qui travaillent? Nous devons également observer la contrefactuelle. Que feraient les femmes qui ne travaillent pas en termes de salaire si elles avaient choisi de travailler? Donc, nous avons besoin de modéliser ce choix endogène. Ceci vient sous différentes formes. Par exemple, les dirigeants peuvent choisir de participer à un programme de formation au leadership ou non. Les entreprises peuvent choisir d'exporter ou non. Elles peuvent choisir d'utiliser une certaine stratégie ou non. Ce choix est endogène. Il ne peut pas être utilisé pour prédire quoi que ce soit. C'est un peu comme le prix de coups de feu. La troisième cause majeure est ce qu'on appelle la simultanéité. Par la simultanéité, nous entendons que le modèle que nous avons, X prédit Y, pourrait fonctionner d'une façon où X est une cause de Y. Toutefois, Y est aussi une cause de X. Nous avons donc une boucle de rétroaction allant de Y à X. Comme vous pouvez le voir, X est causé par Y, qui est une cause omise que nous n'observons pas, et que Y est causé par X et aussi par une cause omise que nous n'avons pas observée. Le problème que nous avons lorsque nous estimons une relation entre X et Y, et la simultanéité pourrait être la raison de ces résultats, est que le coefficient que nous estimons est en fait erroné, car il est composé de deux coefficients. Donc, nous pourrions observer un coefficient de 0,50, mais cela ne veut rien dire. L'un pourrait aller dans un sens positif, l'autre aller dans un sens négatif. Par exemple, les leaders changent leur style de leadership en fonction de la performance des subalternes. Si un subalterne a des mauvaises performances, le leader pourrait utiliser un style de leadership négatif, ce qui donne une réaction négative. Si le subalterne a des bonnes performances, le leader pourrait adapter son style en fonction de ses bonnes performances. Ainsi, le coefficient que nous observons, ce n'est pas digne de confiance, il est constitué de deux corrélations. Très souvent, les chercheurs disent « Eh bien, la corrélation observée que nous avons est peut-être parce que X est à l'origine de Y ou parce que Y est à l'origine de X. » Non, c'est faux. Ces chercheurs ne comprennent pas. La corrélation que nous observons n'est pas correcte parce que l'une des corrélations pourrait être positive, l'autre pourrait être négative et elle pourrait être des tailles différentes, de différentes magnitudes. En fait, ce que les chercheurs font est de corréler le son des balles avec un résultat. Il y a beaucoup d'autres causes d'endogénéité, y compris l'erreur de mesure, qui est un cas particulier où X est en réalité exogène, mais n'est pas mesuré de manière fiable. Il y a aussi ce qu'on appelle une variance de méthode commune. Beaucoup de chercheurs ne réalisent pas à quel point la variance de méthode commune peut biaiser. S'il y a un problème de variance de méthode commune, nous ne savons pas ce que la véritable relation peut être. Par exemple, supposons que je vous demande d'évaluer votre patron sur un certain style de leadership et puis je vous demande si vous aimez votre patron. Ou je pourrais poser les questions dans l'autre sens. Aimez-vous votre patron? Disons que vous dites oui. Êtes-vous très impressionné par le style de leadership de votre patron? Est-ce que votre patron est un bon leader? Vous êtes plus susceptible de dire oui étant donné la première réponse. Maintenant, il était très flagrant la façon dont je posais la question en disant « Aimez-vous votre patron ?» Les questions peuvent être posées de manière plus indirecte, mais elles peuvent être conduites par une variable cachée Z, qui est le moteur de la relation entre X et Y. Et nous ne savons pas quelle est la vraie relation si nous avons mis une cause, si nous avons l'endogénéité. Comment pouvons-nous nous débarrasser de l'endogénéité? C'est très simple. La façon irréprochable de le faire est avec une expérience. Dans une expérience, X est manipulé de manière exogène. En d'autres termes, il varie de manière aléatoire. Parce qu'il varie de manière aléatoire, il ne sera pas en corrélation avec quelque chose dont la variable dépendante
que nous n'avons pas mesurées. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que nous voulons tester l'efficacité d'un traitement, quel qu'il soit, une formation leadership ou un médicament par exemple. Nous avons donc un échantillon d'individus, disons 100, et ce que nous ferons est que nous allons utiliser une sorte de mécanisme aléatoire pour répartir ces personnes entre un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Nous pourrions leur faire subir des traitements différents, ce n'est pas important. Supposons que nous ayons un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Puisque les participants ont été répartis de manière aléatoire à l'un ou l'autre groupe, au départ, les deux groupes sont identiques sur toutes les variables observables ou non. Cela est très important. Donc, si les groupes sont identiques sur les facteurs observables ou non, et s'il y a une différence entre eux après le traitement, la différence ne peut être que due à une cause, le traitement. Ceci en raison du fait que rien d'autre ne peut expliquer pourquoi il existe une différence entre les groupes. Les groupes étaient identiques au départ. Ainsi, la force du modèle de recherche expérimentale réside dans le fait que nous pouvons observer ce qu'on appelle le contrefactuel. Qu'aurait eu le groupe traité si elle n'avait pas reçu le traitement? Cela pourrait être observé chez le groupe non traité. Nous pouvons faire une déclaration causale qui est valide avec une expérience. Rappelez-vous, avec une expérience, on peut s'assurer qu'il n'y a pas des causes omises qui corrèlent avec le traitement. Les groupes sont les mêmes au début. On peut observer le contrefactuel au niveau du groupe. Les déclarations causales sont valides. Les méthodes expérimentales sont une façon de gérer l'endogénéité. Il y a d'autres moyens un peu plus complexes qui empruntent largement à l'économétrie. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, veuillez vous référer à la version longue de ce podcast. Pour résumer, si X n'est pas exogène, sa relation avec Y est suspecte et doit être corrigée en utilisant une sorte de technique corrective pour tuer l'endogénéité. Il y a beaucoup de cas de ceci dans la littérature ainsi que dans l'article dont je parle, publié dans le Leadership Quarterly, où nous avons trouvé que même dans les très bonnes revues scientifiques, dans les meilleures revues de management de psychologie appliquée, les estimations étaient sévèrement compromises en utilisant les procédures inadéquates. Nous ne pouvons pas régresser Y, la satisfaction des suiveurs ou n'importe quelle variable sur LMX, la qualité des relations entre les subalternes et leurs leaders, puisque l'LMX est endogène. Nous ne pouvons pas utiliser les modèles de régression multiniveau qui analysent les effets aléatoires lorsque les variables au niveau bas pourraient corréler avec les effets fixes. Les effets constants sont une cause omise. On ne peut pas régresser les performances d'une entreprise sur un choix endogène, par exemple en utilisant une certaine stratégie de contrôle ou de ne pas l'utiliser parce que le choix est endogène, il doit être modélisé correctement. Ce qu'a fait James Heckman, qui a remporté le prix Nobel en 2000 dans sa procédure éponyme méthode d'estimation d'Ekman des étapes, il a trouvé un moyen par lequel il pouvait corriger cette endogénéité et reproduire un contrefactuel véritable, tout comme dans une conception expérimentale. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast d'Université de Lausanne. Si vous êtes intéressé à en savoir plus au sujet de l'endogénéité et comment la corriger, veuillez vous référer aux documents suivants. L'article est disponible sur mon site ou si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un courriel et je serai très heureux de vous le faire parvenir. En conclusion, assurez-vous de réfléchir à ces effets causaux supposés quand quelqu'un essaie de vous en convaincre. Cette réclamation est-elle faite dans le cadre d'une expérience? Sinon, est-il possible qu'on ait omis des causes qui ne sont pas correctement modélisées? Des instruments étaient-ils utilisés pour assurer que la direction causale de l'effet d'une régression endogène puisse être identifiée sur une variable dépendante? S'il y a une raison de douter, ne pas faire confiance aux résultats de l'étude qui les a publiés. Rappelez-vous, l'endogénéité est comme une maladie. Il doit être piétiné dans chacune de ses formes. Il n'est ni éthique ni économique de baser des politiques ou pratiques sur les procédures qui pourraient ne pas fonctionner. Merci d'avoir écouté ce podcast.